All right, let's get started. So welcome everyone. On peut My name commencer? is Phil Englevich. Bienvenue I'm à an tous et assistant à toutes. professor at Bloomberg School of Je suis Medicine, Phil, je suis and I'm also travaille à l'école Director de of santé Data publique Institute de here Bloomberg. at Johns Je Hopkins. suis aussi It's a great directeur de pleasure for PMA me to à introduce Johns Dr. Hopkins. Fred C'est un McCombie, immense who's sitting here plaisir pour today moi from de William H. Stanford présenter School mon of collègue, le docteur Operations Frédéric and Public Maccoumbi, Health. Dr. qui McCombie is an associate est professeur professor in the associé à Department of l'université de Epidemiology and Makerere. Obstetrics at Makerere Il University. travaille au département Dr. d'épidémiologie et McCombie de achieved his biostatistique. bachelor Docteur Makumi degree a in un statistics from Makerere master de and a master's biostatistique in de health l'université de science, Makerere. and then moved to Et Johns puis Hopkins in ensuite, en 2004, 2004 est to allé à become a l'université de doctoral Johns in Hopkins où here at il a school. obtenu un doctorat Dr. McCombie's en training santé publique. Sa at Johns Hopkins formation focused à Johns on, Hopkins or s'est was supported by the Gates focalisée Institute and et a NCMP. été soutenue par And l'Institut Dr. Gates. McCombie has Et extensive ties with depuis ces Johns Hopkins années-là, as le well. docteur So Makumi n'a cessé he's de travailler part of avec Uganda l'université Johns safety team Hopkins. for hormone-spontaneous Euh, action project that il monitors a dirigé change l'équipe and de explains change l'Ouganda in pour endocrine PMA. indicators. Il a He's aussi also dirigé led l'équipe Uganda pour 2 pour le hangar de for certains USAID projets de project l'USAID. research for scale-up solutions Euh, R4S, and is il member of fait Senate Planning, aussi Leaders partie Equity du Steering Committee, comité pour National l'équité en Self-Care santé. Guidelines Groups in Uganda, Euh, Safety il Monitoring travaille Committee, aussi sur Safety and la Circumcision for circoncision Reproductive Health, National sécure pour les Demographic hommes. Dividend Steering Committees, Il fait aussi National partie Population des Council comités pour in le Conseil Uganda, de la and a whole range population of other en leadership Ouganda. positions Enfin in voilà, population health il health détient plusieurs and rôles in de public health leadership en in santé Uganda. publique en Ouganda. Donc en So général, le overall, docteur Dr. Makome McCombie has a une longue extensive expérience experience en santé in publique sexual and reproductive health, très diversifiée qui va du HIV, VIH evaluation programs, à la clinical communauté, communication, pardon, à la santé design, communautaire. statistical analysis Il of a aussi surveys, mené des and HIV enquêtes, intervention. il travaillait He sur le finally VIH, published in etc. Il a 2021 énormément on d'articles Makerere. publiés. So overall, Donc, I'm on est very vraiment very très fortunate to heureux et on have a le someone with privilège the d'avoir scope and experience le docteur to speak Makome to family planning, comme reproductive partenaire health, pour nous public parler un health more peu broadly in de la Uganda. formation So des deuxième et I'm sure troisième we're all cycles excited to hear more et about la recherche en Dr. Ouganda. McCombie's experience and Et on vision, aimerait bien and also connaître thoughts on future ses idées, public ses health issues in réflexions Uganda. sur les grandes So thrilled to problématiques de have santé publique en with us Ouganda. Dr. McCombie, and Donc, on a forward to your préenregistré questions. cette présentation qu'on va So thank you so mettre en much marche again. maintenant. Good Merci beaucoup afternoon. à tous. My name Bon is Frederick après-midi. Makumbi. Je m'appelle, comme vous le savez, Frédéric From Macombi. Je fais so partie de l'université de Makerere et en particulier, je me focalise sur la biostatistique et le développement. Je suis professeure associée de ce département à l'école de santé publique de Makerere. J'aimerais vous parler un petit peu de mon propre parcours dans la recherche et les différents thèmes de recherche dans lesquels je me suis impliquée au cours des dernières années. Et puis vous raconter un peu comment je suis passée de la pratique de la santé publique à la politique en santé publique, et en particulier dans le domaine de la planification familiale. Et je suis vraiment heureuse de participer à cette discussion. Donc, j'aimerais vous donner une image un peu générale de la recherche et vous dire qu'il y a eu une recherche très collaborative entre l'Université Johns Hopkins et l'École de santé publique de Makerere. Ça fait plusieurs années qu'on a travaillé sur des études communes. Par exemple, on a travaillé avec Robert Bollinger, avec David Peters pour renforcer les compétences des universités africaines dans le but, bien sûr, d'améliorer les résultats de santé. Et certains des domaines dans lesquels on s'est investi sont la santé maternelle et infantile. On a un programme de formation avec l'Université de Johns Hopkins qui... Et on a mené plusieurs études pour essayer de comprendre comment les innovations, comme par exemple la gratuité des transports, a permis d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il y a à peu près 2 ans, on a reçu la visite d'une délégation de Johns Hopkins avec plusieurs collègues qui sont allés donc qui ont fait des visites de terrain et qui ont essayé de regarder comment introduire des plateformes digitales pour améliorer les services de santé. Et puis d'autres collègues d'ailleurs ont travaillé avec Johns Hopkins
sur les thèmes des traumatismes crâniens et sont focalisés un peu sur comment l'utilisation du casque pouvait avoir un impact. En Ouganda, on a beaucoup de motos, etc. Donc, ça a un grand impact en termes de santé publique. Donc, il y a eu beaucoup de travail mené, d'innovation en termes de santé maternelle, de utilisation des plateformes digitales, de renforcement des compétences pour améliorer les résultats de santé. Donc ça, c'est un travail collaboratif qui a été mené entre l'Université de Johns Hopkins et Makerere. En 2010, on a reçu un financement de l'Institut Gates, à travers lequel on s'est focalisé sur le développement d'un centre de recherche sur la famille et le développement. Et donc, ce travail qui nous a permis, on a utilisé ces fonds pour développer les capacités locales et aussi pour apporter un certain leadership aux études de recherche en santé. Et donc, comme je l'ai dit, ce centre a reçu des financements de l'Institut Gates pour améliorer donc toutes ces compétences. C'est une institution de formation qui s'est focalisée beaucoup sur les données. La génération des données probantes, c'était un domaine dans lequel on était assez faible, mais justement, ces financements ont permis d'améliorer, de renforcer ce domaine-là. Mais pas que, on s'est aussi impliqué dans la mobilisation des parties prenantes. Mon équipe ici, je crois que c'était en 2012, a, a travaillé au niveau des districts en Ouganda euh, dans la suite du sommet de Londres de 2012. Et cette collaboration aussi a permis et s'est accompagnée de bourses pour les étudiants. Donc là, vous voyez une photo du doyen de l'époque qui remettait ses récompenses à une étudiante de l'université. Et un autre aspect dans lequel on a collaboré avec Johns Hopkins, c'est que récemment, on a reçu 1,1 million de dollars euh, à travers le travail ACHA, le programme, pardon, ACHA. Et donc, c'est un programme financé par l'USAID, dirigé par David Peters, qui a pour objectif de construire des nouveaux espaces pour des écoles de santé publique à l'étranger. Donc, ici, on se focalise beaucoup sur la planification familiale et pour fournir des services aux communautés avoisinantes aussi. Alors, je vais ralentir un petit peu et j'aimerais vous raconter mon histoire d'abord. Euh, je, je vais vous raconter un peu mon histoire. Vous voyez, je viens d'Ouganda, qui fait partie d'Afrique de l'Est. Et moi-même, j'ai étudié à l'université de Makerere. C'est là que je me suis formée en statistique, appliquée. J'ai été diplômée en 1993, donc il y a plus de 30 ans. Et ce bâtiment que vous voyez sur la photo a été en fait détruit dans un incendie. Et il me semble que les constructions sont toujours en cours actuellement, mais c'est vraiment le bâtiment iconique, c'est symbolique, voilà, c'est de là que j'ai été diplômée. Et quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler pour une organisation de recherche qui s'appelle le projet Rakai. Et à l'époque, j'ai dû faire un choix parce que j'avais obtenu un travail dans une banque. J'allais être banquier en fait, et j'allais compter de l'argent. C'était pas mon argent, mais donc, je suis allée voir ma grand-mère et elle m'a dit, mais fais ce pourquoi tu as été formée. Et j'avais beaucoup d'intérêt pour les données, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler pour le projet Rakai dans le sud de l'Ouganda. Et c'est vraiment l'épicentre de l'aide au VIH en Ouganda. Notre première publication a été dans le Lancet en 1985. Donc, pour le projet Rakai, moi, j'ai travaillé comme
enquêteur, comme collecteur de données. Puis après, j'ai évolué et je suis devenue un co-directeur d'équipe. Moi, j'étais assez jeune. En fait, j'étais le plus jeune de l'équipe. J'avais 22 ans. Les autres avaient à peu près 15 ans de plus que moi en moyenne. Mais j'ai eu cette opportunité de travailler avec cette équipe, d'en être le co-directeur ou co-chef d'équipe. Et à l'époque, on avait très peu de données, d'informations sur le VIH. Et puis en 1997, j'ai eu l'opportunité de participer à un programme d'études pendant l'été à Johns Hopkins. Et ça, j'étais vraiment très, très heureuse de cette opportunité. Et 2 ans après, en 1999, j'ai été admise à l'école d'hygiène et de santé publique de Johns Hopkins. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et, moi, j'étais admise en tant qu'étudiant spécial, entre guillemets, parce qu'à l'époque, il fallait qu'on ait passé un examen qui était que disponible à l'époque en Afrique du Sud et en Égypte. Donc, moi, qui venais d'Ouganda, j'avais pas eu l'opportunité de passer cet examen. Mais comme j'avais fait partie du programme d'été, j'ai eu la chance de pouvoir ainsi accéder au programme annuel donc de l'école de santé. Et puis 2 ans plus tard, il me semble, cette école est devenue l'école de santé publique Bloomberg de Johns Hopkins. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de participer au programme des deux écoles. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai été admise en 1999 et en 1999-2000, j'ai eu mon diplôme. Et puis, dans la suite de ça, j'ai eu l'opportunité, grâce à un financement de Fogarty et de l'Institut Gates, de rejoindre le programme de doctorat de l'école. Donc, ces bourses de Gates et Fogarty m'ont vraiment aidé, enfin, ont été indispensables pour me projeter à ce niveau d'études supérieures. Et en mai 2004, j'ai eu mon doctorat. Donc voilà, si je récapitule, je suis passée d'abord d'un programme d'été au programme de doctorat, etc. Et l'appui de Fogarty, ça m'a permis d'avoir à la fois mon master et mon doctorat. J'ai, j'ai acquis beaucoup de compétences. Vous saviez, j'avais simplement travaillé pour le projet Rakai au départ. Donc, j'avais un sens pratique du travail de terrain en tant qu'enquêteur, mais il me manquait énormément de compétences au-delà d'un gestionnaire de données finalement. Donc, au cours de ma formation au département de la population, j'ai énormément appris sur la santé de la famille, sur les dynamiques de population, les dynamiques démographiques, sur l'épidémiologie, les biostatistiques, qui étaient en fait ma formation initiale. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir renforcer ces compétences-là. Et puis, un des menteurs du département m'a dit, assurez-vous de faire aussi des sciences sociales, ce que j'ai fait et ça a été extrêmement utile parce que ça m'a permis de donner une certaine substance à mes études au-delà des données finalement, des statistiques. J'ai aussi appris à travers ce programme comment former des partenariats, travailler en collaboration et j'ai eu énormément de menteurs. Donc voilà, moi qui venais d'un travail de terrain, j'ai pu faciliter ce partenariat avec l'école de santé publique. Et pour ma thèse de doctorat, c'est focalisé sur l'impact de l'infection du VIH chez les parents. Je crois qu'en 1999, la prévalence du VIH était au long de l'autoroute transafricaine, donc dans le sud, était autour de 40%. Donc, pour les nouvelles générations, ça a eu énormément d'impact et je crois qu'on ne se rendait pas vraiment compte à l'époque à quel point les effets étaient négatifs. Donc moi, je me suis focalisée sur l'incidence, enfin, l'impact des infections du VIH sur le nombre d'orphelins. Les orphelins
bien sûr, sont confrontés à énormément de défis en termes économiques, en termes de déscolarisation, en termes de grossesse non désirée. Mais on sait, voilà, en Afrique, on a un système de famille d'accueil. Beaucoup d'enfants peuvent grandir avec leurs tantes, leurs oncles, etc. Mais qu'est-ce vraiment mesurer, qu'est-ce que ça veut dire finalement le fait d'être orphelin et en termes de survie de l'enfant dans le district de Rakai, en Ouganda? C'est sur ça que ma thèse de doctorat s'est focalisée. Et ça a été une recherche très importante qui a été très nécessaire. Et ça a permis de comprendre comment mitiger certains effets du VIH pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui en étaient en fait des victimes collatérales. Donc ça, c'est un peu le cadre de mon travail de recherche dans les années 80. Donc il y a un programme de sciences de santé sur Rakai, c'était comme ça que c'était appelé à l'époque. Il y a énormément de travail qui a été mené là-dessus. Beaucoup d'études ont été menées, des essais randomisés, sur comment prévenir l'incidence du VIH, des maladies sexuellement transmissibles, des recherches basiques aussi, des recherches sur les soins cliniques, de la formation. Le programme a formé plus de 40 professionnels, enfin, doctorants et beaucoup plus de- d'étudiants en dessous du niveau de doctorat aussi, bien sûr. Mais énormément donc de travail et de données ont été générées à travers ce programme. Je voudrais dire aussi que j'ai eu deux mentors pendant ce processus, deux professeurs à l'université de Makerere, le professeur Nelson Sewankambo. Euh, donc lui, il était le directeur de ce programme. L'endroit où se situe l'école de santé publique est en grande partie grâce à lui. Et le professeur Serwada a été le doyen de l'école de santé publique. Ces deux professeurs aujourd'hui sont professeurs émérites à l'université de Makerere. Mais aussi, de manière très importante, je voudrais souligner le partenariat avec deux professeurs seniors à Hopkins, donc le professeur Ronald Gray et le professeur Maria Wauer. Au département de santé de la famille, ils ont été nos mentors, nos partenaires, nos collaborateurs. Alors, comme je l'ai dit, ce programme sur Rakai a généré beaucoup de données. Donc moi, je vais souligner ceux dans lesquels je me suis impliquée. Donc par exemple, on s'est focalisé sur la circoncision des hommes. Mais moi, euh, donc moi finalement, j'étais l'une des rares personnes, voire la seule en Ouganda à me focaliser sur ce thème-là. Donc voilà, j'étais impliquée sur cette étude sur la circoncision. Et, et ce qui est important de souligner ici, c'est que cette recherche a eu un impact sur l'articulation de politiques publiques après. Par exemple, l'OMS a rédigé des recommandations à partir des consultations expertes sur la circoncision pour la prévention du VIH. Et moi, après cette étude, je me suis demandé, est-ce que l'hygiène a quelque chose à voir dans cette histoire? Donc, j'ai fait une étude sur les hommes qui se lavent ou non après un rapport sexuel. Et en fait, cette étude a trouvé que le fait de se laver ou pas n'a pas vraiment d'effet sur la mitigation du VIH. Il n'y a pas vraiment de différence entre les personnes qui se lavent et celles qui ne se lavent pas. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus finalement sur sur ces thèmes-là. Donc, j'ai travaillé sur ces études avec mes mentors à Hopkins. J'ai, comme je l'ai déjà mentionné, aussi travaillé donc sur les orphelins
et dans l'idée d'émettre des recommandations pour s'assurer que les parents qui sont infectés du VIH obtiennent les traitements dont ils ont besoin. Alors, à l'époque, les traitements antirétroviraux étaient extrêmement onéreux, donc seulement accessibles pour les riches finalement. Mais grâce au programme PEPFAR, qui a financé en grande partie ces programmes, les antirétroviraux sont devenus largement disponibles et ont vraiment augmenté, amélioré la survie des personnes infectées, ce qui a collatéralement aussi réduit le nombre d'orphelins, mais aussi euh, minimiser la déscolarisation, minimiser, réduit la grossesse non désirée chez les adolescentes, etc. Donc, euh, ça, ce sont aussi des effets du programme PEPFAR qu'on a notés. Et pour moi, ça a été donc vraiment une étude importante, qui a vraiment permis à mitiger les effets du VIH dans Arakaïf. J'ai travaillé aussi avec ah, pardon. Alors, en travaillant sur cette étude de cohorte communautaire, on s'est aussi focalisé sur la santé reproductive des hommes. Et, parmi les personnes qui sont infectées du VIH, on s'est demandé qui veut avoir des enfants et combien et comment, etc. Et on s'est rendu compte que les personnes infectées ont été un peu persuadées de ne pas avoir d'enfants, à cause de la peur de la transmission du virus. Mais si des hommes et des femmes étaient donc séropositives, et si elles bénéficiaient des soins de thérapie antirétrovirale, quel était le résultat en termes d'incidence des grossesses? Et donc cette étude a été très importante pour comprendre ça. Et, et une autre étude s'est focalisée aussi sur le fait que, bon, bien sûr, un des moteurs de la fécondité, c'est le désir de fécondité, de fertilité. Et là, donc cette étude qui a été menée avec Hina Bramhart en fait, nous a permis de souligner le besoin euh, de soins antirétroviraux au niveau local. Et puis ensuite, un grand événement est arrivé, le sommet de Londres sur la planification familiale de 2012. Beaucoup d'entre vous reconnaissez sans doute Melinda Gates sur la photo ici qui a été à la conférence et dont l'un des objectifs était d'encourager les gouvernements, les agences à contribuer leurs ressources et à s'engager pour donner accès à la contraception à 120 millions d'utilisatrices additionnelles. Mais ce qui a été très important, c'est que au-delà de ces engagements, on avait besoin de données pour pouvoir mesurer les avancées, pour s'assurer que les objectifs de cet investissement étaient vraiment qu'on remplissait ces objectifs. Donc, on a développé des indicateurs clés de planification familiale et c'est comme ça qu'est né le programme de PMA, donc qui s'appelait d'abord PMA 2020 et qui a été ensuite renommé PMA et qui est dirigé par l'Institut Gates à Johns Hopkins. Et donc, nous, on s'est chargé de ce projet en Ouganda pour donc générer des données probantes et, et, et aussi pour s'assurer de pouvoir montrer au pays, au gouvernement, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment y remédier. Donc, PME a été extrêmement utile au niveau national et parfois même au niveau des districts dans certains pays.
Euh, et ça a été extrêmement utile pour apporter des preuves de l'impact des programmes. En termes de leadership de ce programme, bien sûr, Amy Tsui a lancé ce programme. Elle est professeure émérite aujourd'hui. Et donc, ces trois acteurs dont vous voyez la photo nous ont aidés à mettre en œuvre le programme PMA. En Ouganda, quand research program, Ministry of Health and Population, everybody kind of froze, and this is real. Alors, en 2022, on nous a dit qu'on n'aurait peut-être plus de financement et tout le monde, le ministère de la Santé en Ouganda, s'est un peu paralysé. Et ça, c'est important puisque PMA permettait de générer des données sur une base annuelle pour informer les programmes de santé publique. Donc, ça a été assez difficile pour nous de recevoir cette information de la suspension des financements. Donc, voici quelques exemples de recherches qui ont été dérivées des données PMA. Donc, par exemple, on s'est focalisé sur la tendance de l'utilisation de la planification familiale. On a pu aussi déterminer que le taux de naissance non planifiée était toujours très élevé, plus de 46%. Donc, cette information est très importante parce que elle montre qu'il y a des disparités, des inégalités, euh, mais potentiellement aussi dans l'accès aux services. Et on voit aussi ces disparités entre le milieu rural et urbain. Vous voyez que 2 fois plus de jeunes femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans en milieu rural en comparaison au milieu urbain. Alors, cette diapositive est très importante. Elle m'appartient pas, je l'ai empruntée à un chercheur qui montre ici très bien comment en fait, qui visualise les indicateurs de santé. Donc, vous voyez entre les femmes en milieu urbain et les femmes en milieu rural. Donc, comme vous voyez, le nombre d'enfants, vous voyez, les jeunes femmes se marient beaucoup plus tôt, mais l'utilisation contraceptive arrive à peu près au même âge, mais au moment où ces femmes commencent à utiliser la contraception pour la première fois, elles ont à peu près 2,3% en moyenne d'enfants en milieu rural, mais seulement, entre guillemets, 1,3 enfants en moyenne en milieu urbain. Mais au programme national de santé, ça, c'est une information qui a été clé pour répondre aux disparités de santé et à l'inégalité d'accès aux soins. C'est quelque chose qui a vraiment permis de conscientiser les décideurs publics ici. Et à nouveau, PMA a eu beaucoup d'impact et d'influence dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour prendre des décisions pour les programmes de santé publique. Récemment, donc l'Ouganda vient juste de terminer son enquête démographique et de santé. Et comme je vous l'ai dit, à partir des données qu'on a obtenues de PMA et d'autres sources, cette enquête nationale montre une tendance du déclin de l'indice synthétique de fécondité qui était de 7,6 enfants par femme au niveau le plus élevé à la fin des années 80 à 5,6 ou 5,2 pardon, en moyenne en 2022. Donc on observe un déclin. Par contre, ce qui est important de dire aussi, si vous voyez la carte de l'Ouganda à droite, vous voyez des régions en noir. Et en fait, même si au niveau national, il y a eu un déclin de la fécondité, il y a toujours des régions à très forte fécondité.
Et bien sûr, là, il faut se poser la question, est-ce que ça reflète un désir de familles plus nombreuses? Est-ce qu'il y a des inégalités d'accès aux soins? Est-ce que ça a à voir plutôt avec la structure des âges, la pyramide des âges? Bien sûr, il faut encore répondre à ces questions-là. Il y a encore des recherches qui doivent être menées là-dessus. Mais alors, tout ce que je viens de vous dire, toutes les données qui ont été générées, et en particulier les données de PMA, ont permis d'informer des documents stratégiques. Donc, le plan d'action national budgétisé, d'accord, d'abord. Aussi, les engagements auprès de l'initiative FP 2030. Et puis aussi, bien sûr, la politique nationale de la population. Il y a à peu près 2 ans, on a soutenu l'agenda de recherche sur la planification familiale de l'Ouganda à partir des données de recherche qu'on avait menées. Et bon, bien sûr, il reste encore énormément à faire. Il y a beaucoup de domaines d'intérêt et d'importance qui doivent être étudiés. En Afrique, y compris en Ouganda, la population vieillit. Enfin, c'est une population jeune, mais la population, l'espérance de vie est prolongée. On est passé d'à peu près une espérance de vie de 64 ans à 68 ans. Donc, les gens vivent plus longtemps. Et les personnes séropositives aussi infectées du VIH vivent plus longtemps. Donc, il y a des personnes âgées maintenant avec le VIH. Donc, c'est important qu'on ait une réflexion critique sur ces questions-là et comment est-ce qu'on peut aider les personnes à un âge plus avancé qui peuvent avoir des nécessités des besoins de santé particuliers. Donc ça, c'est un vrai sujet, les besoins de santé des personnes plus âgées. Un autre phénomène, c'est la croissance urbaine il y a une pauvreté urbaine, pas simplement une pauvreté rurale. Donc ça, c'est important de se focaliser là-dessus aussi. Et puis les maladies non transmissibles qui représentent 35% des morts en Ouganda. Et quand on combine les personnes infectées du VIH qui ont une maladie non transmissible, cette combinaison est vraiment pas, enfin, pose des problèmes de santé additionnels. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important sur lequel il faudra se focaliser. Et puis le changement climatique, la biosécurité, ça, c'est un sujet qu'on peut pas ignorer, bien sûr. C'est relié à la sécurité, c'est relié à la nutrition également. Comme je l'ai dit, la pauvreté urbaine, ça c'est un défi immense qui touche aux problèmes d'inégalité en termes d'accès de soins, etc. Donc ça, c'est très important qu'on se focalise là-dessus. Et ce qu'on voit, ce que l'enquête démographique et de santé nous a montré, c'est que la pauvreté augmente en milieu urbain et on n'a pas forcément les services, les soins adéquats à leur donner. Donc, j'aimerais souligner les partenariats, la collaboration pour toutes les études de recherche que j'ai mentionnées. Donc, bien sûr, la doyenne de notre école de santé publique, Rhoda, et puis toutes les personnes dont vous voyez les photos à cet écran. Donc, toutes ces personnes ont vraiment participé au succès de notre programme. Et puis quand PMA a commencé, moi, avec mon collègue Simon, on a dirigé une équipe que vous voyez tout en bas de cet organigramme. On a à peu près 120 enquêtrices résidentes qui ont vraiment des histoires toutes différentes. Certaines, par exemple, sont reparties à l'école grâce au financement enfin, de leur paiement, de leur salaire de PMA. D'autres ont acheté une petite maison. Euh, D'autres ont, par exemple, quelqu'un d'autre a construit un magasin. Et j'ai quelques-unes de ces histoires rédigées et j'aimerais vous les transmettre en temps venu, mais
Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ce que j'ai appris euh, à Johns Hopkins sur les partenariats, la collaboration, j'ai retransmis ça à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, quelle belle collaboration et partenariat ça a été. Est-ce que, avant de terminer, j'aimerais vous parler de cet arbre. Euh, En fait, on a été informé quand Bill Gates senior est décédé en 2020 et notre équipe a décidé de planter un arbre, un avocatier. Et donc, voilà des photos de l'évolution, de la croissance de cet arbre. Et jusqu'à la semaine dernière, j'étais là-bas le 1er avril 2024 et vous pouvez voir à quoi ressemble cet arbre aujourd'hui. Donc, c'est en honneur à, à Bill Gates Senior dont le soutien a été vraiment bénéfique pour nous. Donc, j'aimerais remercier à nouveau l'Institut Gates et vous dire qu'on est toujours engagé pour, All right. pour la vision que Dr. cet homme McCombie, entretenait. thank you so much for Merci beaucoup. that fantastic Docteur presentation. Macumbi, It's merci really cool. énormément pour cette Inspiring présentation to qui a see été the vraiment work you've done, your accomplishments, une and source d'inspiration. and just C'est hearing the collective experience impressionnant that de you voir have tout le travail que vous avez reflected from mené the et puis feathers aussi spreading and just overall toute philosophical l'expérience que thinking vous behind avez it. depuis And la planification in familiale response to jusqu'au what your son VIH has discussed et tous today, les sujets de santé I publique would en love to hear Ouganda. more about Et pour rebondir sur l'un des stories derniers how points, people j'aimerais benefited vraiment from savoir their plus time on sur PMA. les histoires des And it's just personnes, really des great to hear about résidences the enquêtrices workload de you have PMA with et PMA. comment est-ce That's qu'elles ont pu fantastic. I'll bénéficier reach out to you at some point to hear more. de ce programme. Donc, vraiment, je vous contacterai pour avoir ces So histoires. I'm Ça looking at the m'intéresse beaucoup. chat and it looks like we Alors, je have some regarde le questions chat où vous here. pouvez So poser vos questions. Dr. Makumbi, Je maybe crois I'll read qu'on the a questions déjà des for questions you, qui ont été and posées. if Donc, you want to peut-être answer them, que, that'd be Docteur great. Macumbi, So the je first vais vous lire ces question, questions et si vous great pouvez y répondre, presentation. ça serait très apprécié. How do Donc, you la see première future question. Alors, collaborations bravo pour la building on the présentation. previous existing long-term Est-ce missions? que il y a So how quelles do you sont think we can move vos forward prochaines in future collaborations? collaborations? Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait collaborer à l'avenir? Sure, thank you very much for the opportunity and for the audience. Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité, puis merci au public Yes, d'avoir pris le temps collaboration, some d'écouter of the cette things that we présentation. are Alors, doing and oui, continuing to alors, do is to en termes de try and collaboration, certaines des rectify choses the qu'on est en train de areas mener, c'est que that are relevant on essaye d'électrifier, d'apporter l'électricité health à population certaines and régions qui those n'en avaient pas jusque-là, et ça a un impact direct sur la santé des Ministry of gens. Health and the Bureau of Statistics and other key Donc, on players. travaille avec le ministère de la And then we Santé engage the là-dessus et des acteurs clés dans cet espace. Et puis, on implique d'autres partenaires comme Hopkins, avec qui on a l'habitude de travailler. Euh, donc, on travaille actuellement avec deux collègues de Hopkins qui travaillent dans des domaines similaires dans d'autres endroits. Donc ça a été très utile parce que c'est un sujet qui doit être soutenu. Donc, identifier un domaine qui peut avoir un impact significatif sur la santé des gens et puis impliquer les partenaires et bien sûr le gouvernement, puisque comme on le sait, le financement international, c'est considérablement réduit. Donc, impliquer les gouvernements pour qu'ils engagent leurs propres ressources et puis la formation, bien sûr. Il faut continuer à former et à renforcer les capacités locales. Et ça nous permet de diffuser un peu les connaissances sur ces sujets-là. Donc ça, c'est l'une des manières dont on peut continuer à collaborer. Mais bien sûr, c'est essentiel, la collaboration. Ok, la question suivante. Alors, beaucoup de vos recherches vous parlent de la pratique, pardon, oui, c'est ça, de la pratique à la politique. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à réunir les deux, votre travail sur le terrain et la politique publique? Oui, alors moi, oui, bien sûr, je suis académique et
Et souvent, quand on publie une recherche, on a l'impression d'avoir atteint notre objectif. Vous voyez, le fait de publier dans le monde universitaire, ça implique des promotions, etc. Mais pour moi, c'est très important de réfléchir à quoi sert la publication, enfin, comment est-ce que ça peut bénéficier la population, surtout quand on travaille dans la santé publique. Donc, une des choses qu'on fait, c'est que quand on a une idée de recherche, il faut bien sûr impliquer le ministère de la Santé ou le ministère de la Famille ou l'Institut national de la statistique. Il faut impliquer ces parties prenantes et bien sûr les partenaires qui offrent des services dans la communauté pour veiller à ce que leurs questions, leur compréhension de la situation soit impliquée dans votre recherche. Donc ça, c'est très important. La mobilisation de la communauté, l'implication de la communauté fasse partie du projet de recherche dès le départ. Et puis, veiller aussi à mettre en place une plateforme de dialogue, de communication pour que les décideurs écoutent ce que la communauté a à dire, pour que quand on écrive des protocoles, des normes, des recommandations, on tienne compte des recommandations qui viennent du terrain. Et donc, donc, c'est important de réfléchir ensemble autour d'une même table à qu'est-ce que signifie telle ou telle question. Euh, et au final, quand on a les résultats de la recherche, c'est important de penser à la dissémination des résultats. Et quand on a déjà travaillé avec tous ces partenaires, c'est beaucoup plus facile après d'assurer la dissémination aux différents niveaux du pays. Donc ça, bien sûr, c'est des compétences douces, disons, sur lesquelles il faut travailler aussi, l'implication des partenaires, travailler en collaboration. Merci. Alors, la prochaine question porte de l'utilisation contraceptive et la fécondité en Ouganda et en fait en Afrique subsaharienne de manière plus générale. Donc, selon votre expérience en Ouganda et ailleurs, alors, bon, la question est la suivante. L'Afrique subsaharienne a un taux de fécondité relativement élevé, toujours aujourd'hui, mais pourtant l'utilisation de la contraception est toujours relativement faible. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans la région pour essayer de répondre à ces questions et à ce problème d'une très forte fécondité et une faible utilisation contraceptive? Merci pour cette question. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je pense que chaque homme, chaque femme, chaque famille devrait avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Mais c'est important que ces personnes aient aussi les informations nécessaires pour prendre leurs décisions. Donc, beaucoup voient finalement la planification familiale comme le contrôle de la population. Et ça nous renvoie à la conférence du Caire de 1994 où finalement on avait changé ce paradigme. Euh, et c'est là qu'est née un peu l'idée du démographique dividende, du dividende démographique et comment est-ce qu'on peut tirer profit finalement d'une jeune population. Et finalement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin de minimiser les grossesses non désirées euh, et les grossesses qui arrivent trop tôt. Et donc, la question, c'est de se demander qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à ces questions en particulier. Donc, bien sûr, l'une des questions clés, c'est comment est-ce qu'on peut fournir de manière équitable, et ce mot est très important, équitable, des services aux populations qui en ont besoin et au moment où elles en ont besoin. Donc, parce que souvent, beaucoup des services, quand ils arrivent, et pas que les services de planification familiale, généralement, ces services sont fournis aux endroits où les partenaires de mise en œuvre ont accès.
Mais c'est pas forcément là où les personnes en ont le plus besoin. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure, quand on offre des services, de se focaliser sur l'équité et s'assurer que les services qu'on offre sont accessibles aux personnes qui en ont besoin et au moment où elles en ont besoin, à l'endroit où elles en ont besoin. Sinon, tout un pan de la population va être laissé derrière, finalement, de côté. Et- Populations who need the service. But also one of the contributors also to fertility in Africa certainly has been high fertility desires. And this kind of has Mais bon, il faut aussi souligner qu'un autre facteur de la haute fécondité en Afrique, c'est le désir de familles nombreuses. Et ça, bien sûr, c'est lié aux dynamiques économiques, socio-économiques, et je crois que il y a un besoin de comprendre, de donner aux hommes, mais aussi les femmes, surtout, de leur donner une autonomie économique euh, enfin, va donner finalement, va mettre en place l'environnement nécessaire pour que peut-être leur désir de fécondité change au fil du temps. Mais se focaliser d'abord sur les disparités, l'accès aux soins, l'autonomisation, c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Et puis moi, récemment, j'ai travaillé dans le domaine de l'auto-soin, où les hommes et les femmes pouvaient obtenir des soins euh, en fonction de leurs propres informations sans forcément consulter directement les prestataires de santé. Donc ça, c'est aussi un domaine intéressant sur lequel il faut travailler. Et souvent, la recherche montre que juste après un accouchement et une naissance, c'est une opportunité manquée pour offrir la planification familiale parce que souvent, juste après une naissance, c'est un moment clé en fait pour prévenir un rapprochement, des naissances trop rapprochées. Populations and being providing service. I think that's one of the ways we may want to mitigate the challenge of Donc, se focaliser sur ça, sur l'équité dans l'accès aux soins, se focaliser sur l'autonomisation économique des femmes et sur la planification familiale postpartum, ce sont les trois domaines qui, je pense, sont très importants pour augmenter l'utilisation contraceptive. Merci. Alors, la prochaine question, c'est une question de recherche. Pour vous, quelles sont les problématiques de recherche qui n'ont pas encore été étudiées en Ouganda, dans le contexte ougandais? Quels sont les sujets de recherche sur lesquels vous aimeriez vous focaliser ou que d'autres chercheurs se focalisent? I usually call it a challenge, but a good challenge. I'm kind of glad that my training is in statistics, and I find myself in a lot of Alors spaces. moi, j'ai la chance d'avoir été formée en statistique euh, et moi, j'adore les chiffres, donc bien sûr, je suis un peu biaisée là-dessus, mais bien sûr, on peut faire mentir les chiffres, hein, j'ai bien conscience de ça, mais c'est important d'avoir des données pour pouvoir prendre des décisions. Mais l'un des thèmes ou des choses qui m'ont moins intriguée, c'est que souvent on regarde, on- en fait, parfois on compare le milieu urbain et rural et on pense que en milieu urbain, ils ont beaucoup plus accès à des soins, alors qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la pauvreté urbaine est en train d'augmenter. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc la situation en milieu urbain est très importante, d'autant plus qu'on observe une migration des riches vers des régions périurbaines, voire rurales. Donc finalement, le milieu urbain devient de plus en plus pauvre avec de moins en moins de services. Donc, et, et, et ça, c'est une implication en termes de planification familiale, de détérioration de l'environnement, etc. And others to start thinking through and see how can we be able to mitigate the expanding, potentially exploding urban poor population that needs service. Others, if you don't Donc, that, se demander, une des questions de recherche importantes, comment mitiger ces dynamiques-là d'urbanisation, sont très importantes à mon sens.
Et il y a de fait plusieurs projets qui sont déjà en cours sur ces questions. Et enfin, rapidement, l'autre thème important que je vois, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est le vieillissement de la population, enfin, plutôt l'augmentation de l'espérance de vie. Euh, et y compris les personnes qui vieillissent ou qui vivent plus longtemps avec le VIH. Est-ce qu'on a des systèmes en place et prêts à répondre aux besoins de ces populations vieillissantes? Et si on n'agit pas aujourd'hui, je pense que euh, je veux faire peur à personne, mais je pense que c'est un fait. Puisqu'on n'arrive pas à gérer la population jeune qui est en train d'exploser, euh, je pense que si on n'arrive pas à se focaliser aussi simultanément sur les besoins de santé des personnes plus âgées, je pense que ça va être une situation très problématique. Dr. Makumi, thanks a lot. And the next question, Docteur you Macomé, merci answered beaucoup pour to ces some extent réponses. already Et with la your previous answer. prochaine But question, je crois que vous y avez maybe répondu just un petit peu to focus on urban déjà, health. mais So si on se beyond what focalise you sur just la mentioned in terms santé of the urbaine, disparities and some of the demographic au-delà de ce patterns que that vous are venez described, de mentionner en termes de can you talk more disparité, about de tendances maybe what you'd démographiques, like to say about est-ce que vous recent pourriez nous en dire un developments, peu research and plus ou est-ce que findings from vous Uganda voudriez and any dire other quelque chose interesting de plus trends that you're sur seeing, or did you cover that d'autres with projets your last answer? de recherche en santé urbaine? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou est-ce que vous avez tout Yeah, dit? maybe so to broaden that, certainly, recently Uganda, for example, has created cities. We used to have, I think, one city, not I think, one city, Kampala. But in the last 3 years, every region has almost got a city. Dans les 3 dernières Because of années, urbanization. chaque région du pays a une vraie grande ville. So Avant, vous every voyez, year we are c'était being baptized, principalement Kampala. prepared Aujourd'hui, new cities, voilà, with a lot des of nouvelles migration, but also in régions terms of baptizing them. sont nommées So villes that's en a tant great que telles. example. On leur donne un We are nom, on leur seeing donne, poor on renforce nutrition, les infrastructures. poor Donc, hygiene, on and voit aussi of dans course, ces because of the milieux-là rural moving to the cities, again, enfin, des problèmes de nutrition, des problèmes d'hygiène. so Et donc, je pense there's a need to strengthen those que, que ça, c'est systems important. Il y a vrai besoin de renforcement des systèmes de santé pour pouvoir avoir la capacité de gérer These cities, like I said, l'urbanisation, de gérer les most people villes are unaware about d'un point de these vue things, sanitaire. even when they have these dilapidating chronic conditions. So there's so much I think that needs to be done in terms of laying the appropriate Donc, infrastructure je crois qu'il y a vraiment énormément à to faire better en termes empower the young. d'infrastructures de santé dans les villes. And Et puis d'autonomiser resources are aussi moving les out, personnes de manière of économiquement. course, Et au crime fur et is à mesure another que les big one, riches sont en train de especially sortir as I said, des villes, on comes to the c'est une infrastructure, dynamique qu'il faut prendre en compte that is also quand on gère nutrition. l'urbanisation. Although there's still a lot of control on the gun, C'est un grand again, thème, c'est those un grand things sujet start to selon come moi. in and then you get into challenges. But then also pollution, which is again more common. So cities, Et puis bien sûr aussi la cities pollution, are qui est quelque kind chose of, de plus commun associé aux more villes, commonly the mais great dans les villes, les systèmes de urbanization, santé ne sont pas but prêts also that is à, coming with pollution. à So recevoir combination of things that I think l- should be la solved. population urbaine See grandissante. what's a priority that can be able to help mitigate challenges with others. So I think Et that's donc, c'est one thing. important qu'on se To réfléchisse think through and see what else aux we can do. interventions clés qui vont And the permettre de role of mitiger certains des effets de l'urbanisation. educating. Okay. The next question, how do you D'accord. think La civil question society suivante organizations est la can use suivante. the research Comment, to selon vous, enhance les organisations de la access and société support civile for devraient family-friendly utiliser leurs information sources? ressources So pour focused on civil soutenir society les organizations informations et les and services how de they can planification contribute familiale? to Donc, family planning information and services? comment est-ce que la société civile peut renforcer les informations et les services de planification familiale en Ouganda? Again, because of Très bonne question. I Alors, think somebody asked a question how they practice and how we're able to put our research into practice and policy. We are working ça with rejoint un peu la civil question sur society, comment est-ce que ministries of on peut health and relier others. la So pratique, le many of terrain à them la have politique. Donc, on engaged travaille avec us le to start ministère de la working with Santé them in monitoring euh, their services, their pour offerings.
Et en fait, ce sont eux qui nous ont contactés pour qu'on assure le suivi des résultats au niveau communautaire dans les villes, mais aussi en milieu rural. Et beaucoup de ces informations étaient très utiles pour ces personnes-là pour surveiller la mise en œuvre des services. Donc, ces informations étaient très utiles euh, pour, pour orienter leurs propres ressources et, et, et pour potentiellement améliorer les programmes. Et de fait, on voit que certaines des organisations de la société civile arrivent à contrer les disparités entre urbain, rural, etc. of data like the DHIS2, which is routine data, we should triangulate with the survey data. And again, this is to inform their programming. And this has been very helpful to them. Et à nouveau, Those on, relationships. And the on leur Supervision canalise Council aussi des données has de l'enquête served démographique et de as, santé de PMA in charge of pour qu'ils PMI puissent prendre des décisions many of sur these comment orienter leur programs. programme. Because many of them get the resources to provide service, but then data management monitoring was not one of those, but we have persuaded them and showed them the importance. Mais donc, on collabore avec ces personnes-là parce que souvent, ils ont les ressources pour offrir des services, mais n'ont pas forcément toujours les ressources ou la capacité de générer des données probantes sur leur programme. Donc, nous, on est là pour les aider dans ce sens-là. OK, la question suivante porte sur la recherche. Donc, dans votre expérience, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait soutenir les jeunes chercheurs et les aider à publier leurs recherches, leur travail? Si vous avez des suggestions, des outils, ça serait très utile. Comment promouvoir la carrière des jeunes chercheurs finalement? Oui, très bonne question. Alors, ce qu'on a fait au sein de l'équipe de PMA, ce qu'on a fait, c'est que bon, beaucoup des chercheurs qui sont venus avaient une licence et on les a persuadés de poursuivre leurs études, d'avoir un plus grand diplôme. Donc, c'est le mentorat pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose dont j'ai bénéficié et je pense qu'on doit prendre les étudiants sous notre aile et on les inclut dans les projets. C'est comme ça qu'ils pourront avoir une expérience pratique et puis, on les aide ensuite à obtenir des petites bourses de recherche, etc. Euh, on les aide à écrire leur projet de recherche. Et puis aussi, on leur donne des opportunités d'aller présenter leurs travaux de recherche. Par exemple, moi, sur PMA, je suis le directeur du programme, mais c'est pas moi qui fais toujours les présentations, c'est nos étudiants. Il faut leur donner des espaces d'expression pour présenter leurs recherches. And I can clearly offer my example. One of the persons I worked with very closely, and now he's Par exemple, si pour vous donner un exemple personnel, un des chercheurs avec qui je travaille, quelqu'un leur a demandé son aide directement pour travailler. Et pour moi, c'est mon chef de projet. Elle est mon chef de projet, elle est doctorante, enfin, elle a un doctorat. Et, et j'ai soutenu cette personne pour qu'elle puisse travailler de manière indépendante et rechercher des financements directement, etc. Et aujourd'hui, cette personne est en charge de faire ça de manière complètement indépendante et d'obtenir des financements elle-même. Alors, on arrive à la fin de cette conversation, mais merci beaucoup, Dr. Macombi, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et euh, c'est une très belle occasion pour nous de connaître vos travaux de recherche, votre parcours, votre implication dans la politique publique de votre pays. Donc, vraiment, merci. On a été très heureux de vous écouter et merci d'avoir consacré cette heure-là à cette discussion. Merci à vous et au public. Ça a été vraiment utile pour moi aussi et pour mon équipe de connaître vos intérêts, vos questions. Et merci Phil, personnellement et à l'Institut Gates.